bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Docteur Jacques Labesca, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes médecin généraliste et phytothérapeute. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Être en forme toute l'année grâce aux plantes, c'est l'avant-dernier qui est paru aux éditions Ulmer. Et vous revenez avec cet ouvrage absolument passionnant, Ces plantes qui écrivent l'histoire. C'est paru aux éditions Enfortas. Ma première question, docteur, c'est comment vous, le médecin, vous en êtes venu à vous intéresser aux plantes? Eh bien, parce que les patients m'ont dit, ils m'y ont engagé, à savoir qu'ils n'avaient pas envie de prendre des médicaments, certains, ils en avaient un peu assez, ou ils avaient les effets secondaires des médicaments. Regardez, on parle beaucoup des statines en ce moment, oui, qui luttent contre le cholestérol d'une manière tout à fait efficace. C'est un détournement de plantes médicinales, puisque la statine, c'est le principe actif de la levure de riz rouge. Alors, quand vous entendez Philippe Even critiquer, entre guillemets, les statines, qu'est-ce que ça va vous... Après, c'est un sujet, je ne suis pas chercheur, je ne peux pas déterminer si vraiment les statines ont une efficacité et si les études de mortalité prouvent ou prouvent pas. Apparemment, il y a toutes les thèses qui... Non, mais moi, ce que je dis, c'est que les plantes médicinales, au lieu de les détourner, on devrait les prendre dans leur intégralité, c'est-à-dire prendre de la levure de riz rouge plutôt que des statines. Mais docteur, vous avez commencé à l'hôpital, non? Parce que vous oui, j'étais cardiologue, voilà. J'ai commencé la cardiologie, et puis ensuite je me suis installé en ville parce qu'on n'a pas trop arrêté, enfin peu importe. Oui. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une demande de la part des patients, qui était une demande différente de maintenant prendre des médicaments. Ils avaient besoin de traitements médicaux sur mesure. Oui, mais pourtant, vous le dites vous-même, l'industrie pharmaceutique, elle utilise dans un grand nombre de cas les mêmes principes actifs que les plantes. Oui, c'est le côté utilise voilà. qui m'embête. C'est le côté utilise qui m'ennuie. Pourquoi ne pas employer carrément la plante? Oui. Parce que le totem végétal, ce qu'on appelle la plante dans son ensemble, il n'y a pas qu'un principe actif. Vous avez une plante, par exemple, qui s'appelle l'arpagophytum. On l'appelle aussi les griffes du diable. Il y a plus de 20 harpagosides, pardon. Et eh bien, on n'a pas réussi à trouver lequel était efficace comme anti-inflammatoire. L'ensemble est efficace, parce que dans la plante, il n'y a pas qu'un principe actif. Alors, docteur, vous dites autrefois, les potions à base de plantes étaient confectionnées par des sorcières que l'on condamnait au bûcher par ignorance ou par jalousie. Vous racontez les histoires de Casanova, d'Henri IV, de François Ier, de tant d'autres qui avaient recours avec succès aux aphrodisiaques comme le safran. Oui, tout à fait. Voilà. Et maintenant, vous savez que le safran il pousse en France. D'où il vient le safran? Du crocus d'automne. Et on le ramasse en ce moment. Ce matin, j'ai eu un contact avec une safranière qui est une ancienne pharmacienne et qui m'a dit avoir ramassé ses étamines de safran pour après, ses étamines de crocus d'automne, pour en faire du safran. Et effectivement, on se rend compte que le safran n'est pas seulement qu'aphrodisiaque. Je sais que ça a l'air de vous réjouir, mais il n'est pas qu'aphrodisiaque, il est aussi antioxydant, comme beaucoup de plantes. Et c'est là où on retrouve l'ancien. Et c'est ce qui me plaît toujours dans les livres, de faire une liaison entre l'ancien et le moderne. Et oui, parce que vous commencez votre ouvrage par l'histoire. 1er siècle avant Jésus-Christ. Les grenouilles affolent les Gaules. Oui, absolument. C'était une histoire de la guerre des Gaules, voilà. La guerre des Gaules de César, et où où j'ai noté que les Gaulois qui consommaient trop de grenouilles, qui elles-mêmes consommaient trop de certains insectes, eh bien, absorbaient des quantités d'aphrodisiaques qui leur donnaient des petits problèmes. Voilà. Alors, vous racontez l'histoire des plantes au fil des siècles. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout. Oui, ça, je me doute bien. Il faut surtout retenir qu'on a sous la main des outils dont on peut se servir en première intention. J'ai pas dit que j'allais guérir la rage, j'ai pas dit qu'on allait supprimer les antibiotiques. Voilà, vous faites bien de le rappeler, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui... C'est pas... D'ailleurs, je voudrais bien qu'on arrête de dire médecine alternative. Il n'y a pas de médecine alternative, il y a des médecines complémentaires. Comme l'a précisé l'Académie de médecine. Écoutez, si elle l'a fait, elle m'a suivi, c'est très bien. Je la suis. Non, mais c'est les thérapies complémentaires. Les thérapies complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans certaines indications, commencer par quelque chose de plus doux. Après tout, quand on veut tuer une mouche, est-ce qu'on prend tout de suite un bazooka? On peut peut-être commencer par une tapette.
Si ça ne marche pas, on peut passer au stade suivant. Docteur, les plantes peuvent aider les patients qui suivent une chimiothérapie, par exemple? Tout à fait. Et ça, et en accord avec l'oncologue, toujours jamais à la place, c'est évident. Bon, eh bien, on peut aider à ce que les plantes fassent que le foie, par exemple, supporte mieux les chimiothérapies. Docteur Jacques Labesca, certaines plantes sont bonnes pour la santé, ça c'est une évidence. Elles ont des effets positifs sur notre organisme, donc on peut les prendre en complément d'un traitement. Oui, ou en première intention. Alors, en complément d'un traitement, comme on l'a vu pour la chimiothérapie, par exemple, effectivement, et aider à, par exemple, que le foie soit moins atteint par les chimiothérapies. Il y a des plantes qui sont protectrices au niveau du foie. En cas d'hépatite, par exemple. Quand vous avez des infections virales, il y a des infections virales contre lesquelles on n'a pas de médicaments. Eh bien, si on peut arriver avec des plantes à aider les patients, vous savez, le principe pour moi, c'est pas le principe actif, c'est le patient. Si on peut aider le patient, ne pas être dangereux, vous savez que la devise quand même de l'école de médecine, la première école de médecine en France, Montpellier, c'était d'abord de ne pas nuire. Donc si on peut commencer déjà par avoir une efficacité sans être dangereux, je trouve que déjà c'est pas mal. Maintenant, il ne s'agit pas de soigner tout le monde, n'importe qui, n'importe comment, voilà. Mais on peut commencer par là. Ça ne marche pas, et ben, en cas d'infection virale, comme une grippe par exemple, on n'a pas de traitement médical. Et bien, si on arrive, nous, grâce à des plantes, à raccourcir la durée d'évolution de la grippe, c'est toujours ça de gagner. Après, s'il y a une surinfection, on peut utiliser des antibiotiques, ça ne gêne pas. L'ortie, la sève des bouleaux, le thym, la sauge. Oui. Oui. Qui a de la sauge dans son jardin ne voit jamais le médecin. Tiens. Eh oui, vous voyez, je travaille même contre nous. Donc, c'était un proverbe gascon. C'était un proverbe gascon, mais votre grand-mère, sûrement, ou votre arrière-grand-mère, parce que vous êtes plus jeune que moi, devait mettre de la sauge dans son rôti quand elle faisait cuire son rôti. Même encore aujourd'hui, non ? Même encore aujourd'hui, parce que ça le rend beaucoup plus digeste. Avant qu'on commence cette émission, on parlait des remèdes de bonnes femmes, comme on les appelait. Oui, des remèdes de bonne renommée, qui avaient fait leurs preuves. Ouais. Des vieilles... parce qu'au départ, on parlait de quoi? Des remèdes de vieilles femmes? De vieilles femmes, parce que les grands-mères, on n'en tenait plus compte, et puis ce qu'elles savaient, on avait perdu cette espèce de connaissance fondamentale, parce qu'on ne supportait pas d'utiliser ce qu'on ne comprenait pas ou ce qu'on ne pouvait pas expliquer scientifiquement. L'ortie, vous me parliez tout à l'heure de l'ortie. Oui. On voudrait fabriquer de l'ortie actuellement, n'importe quel laboratoire qui veut fabriquer de l'ortie, il ne peut pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a plus de 200 composants et c'est strictement infabricable. Docteur Labesca, dernière question. Qu'est-ce qu'on sait de l'évolution des plantes à travers les siècles? Elles ont toujours fait l'objet de recherches, on est d'accord? C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne faisait pas de recherche. On vous notait, vous savez, c'est né comment la phytothérapie? C'est né de l'observation de l'animal. Quand on notait qu'un animal avait un problème et prenait telle ou telle plante ou prenait telle ou telle chose, l'homme s'est dit, si c'est bon pour lui, c'est peut-être bon pour moi. Vous avez un exemple. Les vaches qui font une crise d'hémorroïdes, elles se baignent dans certaines rivières. Et pourquoi? C'est pas pour le bain de siège. C'est parce que dans cette rivière pousse de la ficaire, et la ficaire est effectivement une plante qui est bonne contre les hémorroïdes. Donc ils ont commencé comme ça. Et ensuite est devenu scientifique parce qu'on pouvait reproduire le même effet. On a dit, tiens, la ficaire, elle marche, dans tel cas d'hémorroïdes, elle marche, et voilà, et on a continué, et on a considéré que c'était matière scientifique. Alors, votre ouvrage est vraiment passionnant. Je m'arrête ici, par exemple, la pervenche, son histoire, Madame de Sévigné. Racontez-nous un petit peu. Madame de Sévigné, vous savez qu'elle écrivait beaucoup à sa fille, Madame de Grignan, et elle lui racontait toutes les potions qu'elle prenait. Elle prenait, par exemple, elle prenait une bière, non pas une bière, mais une limonade pour se sentir mieux. J'ai fait déjà des émissions de radio dans lesquelles je parlais, par exemple, les auditeurs qui posaient des questions, et je leur ai parlé, par exemple, de la liqueur d'arquebusade. La liqueur d'arquebusade, c'était une liqueur qui avait été demandée une préparation qui avait été demandée par François Ier à des moines bénédictins à l'époque pour lutter contre les plaies d'arquebuse, qui souvent s'affectaient et qui donnaient des délabrements importants. On mourrait plus d'ailleurs des plaies que des blessures elles-mêmes. Bon, il a demandé cette préparation qui contient 50 plantes. Je l'ai indiqué récemment au téléphone à un auditeur à la radio, pour un ulcère veineux, je vous assure, c'est la garantie. Il m'a écrit quelque temps après. Au bout d'un mois, son ulcère de jambe était guéri. Donc, vous voyez, on peut très bien, de nos jours, commencer par utiliser les plantes qui sont, en plus, suivant une forme qu'on peut utiliser directement. Docteur Labesca, toute dernière question. On parle beaucoup de la dépression saisonnière. Voilà, quand l'automne, l'hiver arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Se mettre à la lumière.
N'est-ce pas? Se mettre à la Là, vous y lumière. êtes. Voilà, se mettre à la lumière du jour, parce qu'on sait bien qu'on synthétise Ouais. le maximum d'hormones le matin. Donc il faut se mettre sur une lampe lumineuse Est-ce pour qu'il y a son des petit plantes, déjeuner. Des plantes dites Oui. ressourçables, on va dire. Oui, mais là encore, pourquoi commencer par des plantes alors qu'on peut commencer par des choses plus simples? Simple. On se met sous la lumière. Après, bien sûr, il y a... Regardez, quand on nous attaque, hein, pas vous, mais des fois on nous attaque sur l'effet placebo des plantes. Je trouve ça merveilleux. Et le millepertuis, par exemple, sur lequel vous vouliez peut-être m'entraîner, qui est une plante effectivement sérotoninergique. Ouais. Bon, donc qui a un effet effectivement... Bon, eh bien, on l'a interdit d'association avec certains types de médicaments, comme les antirétroviraux, comme les antidépresseurs. Alors, on ne peut pas dire que les plantes, ça sert à rien, et que c'est contre-indiqué avec certains médicaments. Vous avez une autre plante qu'on peut prendre actuellement, qui est une plante remarquable, contre les infections. C'est l'équidacée, par exemple. L'équidacée est une plante qui vient des plaines d'Amérique, des États-Unis, et les Indiens l'utilisaient contre les blessures de bison et les pointes de flèche. Bon, eh bien, l'équidacée stimule la fabrication d'anticorps. C'est-à-dire qu'elle va permettre à l'organisme de mieux se défendre. Donc, un effet tout à fait contraire aux antibiotiques, hein. Eh bien, cette équidacée est contre-indiquée dans les maladies auto-immunes où déjà on a trop d'anticorps. Vous voyez? Donc, on ne peut pas nous dire les plantes, c'est de l'eau, notamment quand c'est la fusion, et à côté de ça, elle est contre-indiquée en association. Voilà, vous ai-je convaincu? Aux médicaments. Eh bien voilà, absolument, docteur Jacques Labesca. Ces plantes qui écrivent l'histoire, c'est absolument passionnant. En tout cas, merci d'être venu nous en parler. Je pense que cette émission suscitera beaucoup de questions chez vos confrères. Vous reviendrez y répondre. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.